Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Pas d'examen dans l'enseignement officiel, sauf en deuxième secondaire et en réto. On va développer tout cela en direct avec Daniel Welter. La campagne de vaccination avance bien en Wallonie. Nous serons d'ailleurs en direct dans un centre de vaccination à Cours-Saint-Étienne. Il reste ouvert ce soir jusqu'à 22h. On rejoindra là-bas Alison Delpierre. On voyagera un peu dans ce JT. Nous nous rendrons en Italie, en Espagne, on déconfine, entre autres à Florence, à Pise et à Madrid. On l'ignore, mais il existe des petits hôpitaux pour animaux sauvages en Belgique. Leur vie n'est pas simple, il manque entre autres de moyens. Une renaissance en quelque sorte. Il n'avait pas pu se tenir l'année passée. Le concours Reine-Elisabeth cette année est dédié au piano. Et là, on rejoindra Sarah Hendricks. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est définitif, la décision est tombée. Les élèves de l'enseignement officiel ne seront soumis à aucun examen de fin d'année au mois de juin, sauf en deuxième secondaire et en réto. Cela concerne 127 000 élèves. C'est l'une des conséquences du Covid et de l'enseignement qui a été très perturbé cette année. Pierre Delot, Daniel Welter. Pas d'examen de fin d'année pour ces élèves de troisième secondaire de l'enseignement officiel. Ils sont soulagés. C'est dur pour nous et on n'a pas fait grand-chose pour nous depuis le début de la Covid. Donc qui supprime les examens cette année, c'est plutôt bien, moi je trouve. C'est plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en décrochage à cause de tout ce qui est vidéoconférence et tout ça, parce qu'on ne va pas tous les jours à l'école. Et même, on n'a pas eu beaucoup de temps pour voir toute la matière de l'année. Leur professeur de français est plus mitigé, mais reconnaît certains avantages. Dans un premier temps, je pense que ça va nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de voir de la matière supplémentaire et donc de gagner du temps. Dans la classe d'à côté, sa collègue regrette cette décision. Personnellement, je trouve que c'est un peu dommage parce que certains élèves n'ont plus été évalués quand même depuis un certain nombre d'années. Donc je prends l'exemple d'un élève de troisième qui n'a pas été évalué en deuxième l'année passée et qui traîne peut-être un certain nombre de difficultés depuis un certain temps, et ce serait peut-être bon pour lui de pouvoir se confronter à ce type d'épreuves. En fait, seules les épreuves certificatives de fin de deuxième et de fin de réto seront maintenues. Pour le reste, l'élève sera tout de même évalué. Chaque élève va recevoir son niveau de compétence, là où il doit progresser et là où il a acquis les compétences nécessaires pour poursuivre le cursus normalement. Car pas d'examen ne veut pas dire pas d'évaluation. On poursuit les cours le plus loin possible dans l'année, aux alentours du 20 juin, de manière à pouvoir avoir le plus d'apprentissage possible face à la classe. Et dans ce cadre, évidemment, les enseignants vont continuer à évaluer de manière continue leurs élèves, avec des interros, avec des devoirs, avec éventuellement des travaux de groupe et ce genre de choses. Mais le redoublement devra rester exceptionnel. Comme l'an dernier, seuls 6% des élèves de l'enseignement officiel avaient dû recommencer. Daniel Welter, on va faire le point sur cette nouvelle importante avec vous. Daniel, qui va au final passer ses examens cette année, fin juin? C'est finalement assez simple parce qu'ils sont peu nombreux. Il y a les 6e primaires avec le fameux CEB et puis on l'a déjà vu dans le reportage, il y a les 2e secondaires et il y a les rétos, et ça pour tous les réseaux de l'enseignement. Alors dans l'officiel, on l'a vu aussi dans le reportage, eh bien les autres élèves seront simplement évalués pour situer leur degré d'apprentissage. Le redoublement doit rester finalement l'exception. D'ailleurs, il n'y aura pas de seconde session en septembre dans l'enseignement officiel. Alors dans le libre, là c'est encore un petit peu flou, ce sera au pouvoir organisateur ainsi qu'au directeur de décider. Alors certains voudraient maintenir tous les examens, d'autres voudraient les alléger. Ils ont jusqu'au 10 mai pour informer des modalités aux parents. Toujours est-il que, comme la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, le rappelait, en fait c'est surtout la bienveillance qui doit prévaloir et il faut à tout prix favoriser l'apprentissage jusqu'au bout, car elle le rappelait également, les examens ne sont pas obligatoires. Merci Daniel. Et puis juste après ce journal, Sacha Laoud dans QR reviendra sur la suppression de ces examens, et cela bien sûr avec ses invités. Et puis les personnes âgées de 16 et 17 ans, c'est-à-dire en fait les jeunes, pourront bénéficier de la vaccination contre le coronavirus. Ce scénario est discuté pour l'instant au sein de la Task Force Vaccination. Elle prépare un avis sur les vaccins pour les enfants et les adolescents. Le point, Jennifer Istas, Isabelle Heusen et Pascal Bollekens.
Des ados dans les files pour se faire eux aussi vacciner dès l'été, ce n'est plus une fiction. Le vaccin Pfizer a reçu le feu vert de l'Agence européenne du médicament à partir de 16 ans. Mais les ados en question sont-ils preneurs? Les avis, vous allez le voir, sont variés. Si c'est possible, oui, parce que ça voudrait dire que les mesures du coronavirus, ça va s'alléger, on va pouvoir commencer à avoir une vie sociale de nouveau. Pour moi, non, parce qu'il y a des personnes qui en ont plus besoin que nous, les jeunes. Par exemple, simplement les profs ou les personnes âgées qui n'ont pas encore eu leur première dose sont plus importantes que les jeunes. Moi, je ne suis pas contre la vaccination, mais je le ferai quand je serai obligé de devoir le faire pour avoir accès à des festivals, à des bars, pour aller en vacances. Une chose est sûre, plusieurs vaccins contre le Covid sont testés pour le moment chez les plus jeunes et c'est une bonne chose pour cet expert. Il y a une nouvelle étude sur les 12-15 ans, 2200 enfants. Les 1100 qui ont été vaccinés, aucun d'entre eux n'a fait le Covid, alors que dans les 1100 qui n'ont pas été vaccinés, il y a eu 18 cas de Covid. Donc ça montre une efficacité du vaccin dans cette tranche d'âge-là, et ça c'est une donnée nouvelle. Cette dernière publication scientifique n'est pas encore disponible, donc prudence. C'est apparemment un outil de plus contre le coronavirus. Mais est-il nécessaire de vacciner massivement les jeunes ados? La réflexion est en cours. Il faut dire que les moins de 18 ans représentent chez nous près de 2 millions de personnes. On a l'objectif de vacciner au moins 80% de la population adulte. Ça veut dire jusqu'à présent au-delà de 18 ans. C'est pas certain qu'on y arrivera à ces 80%, mais si on pouvait commencer à vacciner les moins de 18 ans, alors on arriverait sans doute plus facilement à 70% de l'ensemble de la population. Et donc d'atteindre la fameuse immunité collective qui devrait nous sauver. Ce n'est peut-être pas aussi clair pour notre pédiatre. Israël, par exemple, qui est probablement un des pays les plus avancés dans sa campagne de vaccination, n'a pas vacciné les adolescents et a malgré tout vu que la transmission dans cette classe d'âge diminue aussi. Donc il est possible que ce ne soit pas nécessaire de vacciner nos adolescents contre le Covid-19. Pour les autres vaccins aussi, des études cliniques sont pour le moment en cours. Et du changement par rapport au vaccin AstraZeneca à Bruxelles, le délai raccourci entre les doses et passe donc à 8 semaines au lieu de 12. Un important centre de vaccination ouvert ses portes à Bruxelles. Il se situe à l'hôpital militaire Anna Street et est entièrement géré par la Défense. L'ambition est de vacciner jusqu'à 50 000 personnes par mois. Ce centre est destiné aux Bruxellois mais aussi aux expatriés. Il fournira également les vaccins aux prisonniers et gardiens de prison. Nous avons 70 militaires ici présents pour à la fois accueillir et vacciner la population. À côté de ça, nous sommes également présents dans 29 autres centres de vaccination dans le pays pour apporter une aide logistique. Nous avons également des équipes mobiles de vaccination qui sont aujourd'hui actives dans différents centres de soins de notre pays. En Wallonie, une personne sur 3 a désormais reçu sa première dose et la campagne de vaccination va encore s'accélérer. Alison Delpierre, vous trouvez dans le centre de cours Saint-Étienne qui est ouvert jusqu'à 22 h ce soir. Ce n'est qu'un exemple. Parmi d'autres en Wallonie, tout semble mis en place pour accélérer le rythme, comme l'on dit, Alison. Eh bien oui, et la raison est simple, les vaccins sont arrivés en nombre. Cette semaine, 230 000 doses vont donc être réparties sur tout le territoire wallon. À titre de comparaison, le mois dernier, on était à 120 000 doses. Alors, la campagne va s'accélérer et les autorités espèrent même l'accentuer encore plus pour arriver au mois de juin à 400 000 doses par semaine. Et pour y arriver, eh bien, vous imaginez bien qu'il va falloir s'organiser, se réorganiser. Alors, par exemple, tous les centres de vaccination vont devoir ouvrir toutes les lignes de vaccination pour être en capacité maximale. De nouvelles lignes de vaccination pourraient même être créées, mais ce n'est pas tout. Les vaccinateurs vont aussi augmenter le rythme, la cadence des injections, passant de 20 à 25 par heure. Alors, ça, c'est en théorie. En pratique, est-ce que les centres sont vraiment prêts à cette accélération de la campagne de vaccination? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir dans ce reportage réalisé par Benjamin Maury, Gilles Larondel, Arnaud Hyperciel et Benjamin Carlier. C'est le plus grand centre de vaccination du Brabant wallon. Ici, on vaccine 2000 personnes par jour et on est prêt à doubler le nombre de doses administrées dès que possible.
On a déjà fait des tests précédemment justement pour voir jusqu'où on pouvait augmenter et donc faire 200% par rapport au chiffre initial, ce n'est pas un problème. On a juste changé effectivement quelques petites infrastructures à l'arrière. Pour y parvenir, il faudra doubler le nombre d'infirmiers engagés et augmenter la cadence de piqûres administrées par chacune d'entre elles, mais pas de quoi faire peur au personnel. Les gens sont extraordinaires, ils sont super contents d'avoir leur vaccin et les gens sont vraiment très très agréables, donc c'est très gai, oui. Vous êtes prête pour la vitesse supérieure? Absolument. Dans le centre de vaccination de Namur, 150 infirmiers, des médecins, des préparateurs et des agents d'accueil se relaient entre 7h et 22h pour administrer les vaccins. Mais ici, augmenter les capacités d'accueil risque de poser beaucoup plus de difficultés. Là, bientôt, les étudiants vont être en blocus, ils vont être en examen. Donc on ne pourra plus compter sur les étudiants en médecine, sur les étudiants infirmiers. Et il va falloir du renfort pour augmenter les capacités. On arrive au bout de nos carnets d'adresses, oui. Pour le médecin responsable du centre, il faudrait plutôt revoir la liste des personnes habilitées à administrer le vaccin. Il y a un arrêté ministériel qui était passé un peu inaperçu et qu'on est en train d'explorer, qui est peut-être de demander à du personnel médical, on ne va pas demander à tout à chacun de venir se former à la vaccination, mais ce n'est pas non plus un acte technique très compliqué, donc on pourrait très bien imaginer que des aides-soignantes, par exemple, bénéficient d'une surveillance et d'une supervision pour pouvoir administrer les vaccins. Pour le gouvernement wallon, cette solution ne sera utilisée qu'en tout dernier recours. Il reste encore assez de personnel volontaire dans les réserves et les centres de vaccination pourraient voir leurs horaires d'ouverture élargis pour administrer toutes les doses plus rapidement. Ce qui suit s'appelle ni plus ni moins un chantier compliqué. Il s'agit de la loi pandémie, cette loi qui doit donner une base juridique aux mesures de restriction décidées dans le cadre de la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de critiques et le projet de loi a d'ailleurs déjà été revu. Chantier difficile, je vous le disais. Rachel Crivellaro, Laurent Rare. La rédaction d'une loi ressemble souvent à un chantier. Première étape, choisir les matériaux, stables et solides. Commence alors la construction, bloc après bloc. L'objectif, c'est d'obtenir un ensemble harmonieux, faire en sorte que chaque élément trouve sa place. Si l'un d'entre eux fait défaut, c'est toute la construction qui peut s'écrouler. À l'image de la loi pandémie, la base juridique des mesures décidées dans le cadre de la crise sanitaire. Une loi critiquée sur plusieurs éléments, notamment le manque de contrôle du Parlement. On veut qu'il y ait plus de contrôle du Parlement et aussi, et c'est très important, de contrôle démocratique sur les mesures qui seraient décidées, par exemple par un bourgmestre ou par exemple au niveau de la province. Il faudrait qu'il y ait là un contrôle par le conseil provincial, par le conseil communal. Sinon, on est quasiment avec des pouvoirs de shérif et ça, c'est évidemment pas acceptable. Autre critique, la loi pandémie est prévue pour la crise actuelle, mais aussi pour d'autres à l'avenir. Raison de plus pour faire un texte qui est beaucoup plus prudent. Nous avons fait une contre-proposition de loi qui donne des garanties beaucoup plus stables, où on force le gouvernement à venir chaque mois, à devoir prolonger chaque mois les mesures de privation de liberté devant le Parlement. Il faut quelque chose, un texte beaucoup plus équilibré dans ce goût-là, plutôt qu'un texte qui donne un blanc-seing au gouvernement qui pourra après faire ce qu'il veut. Du côté des partis de la majorité, on rejette les critiques et on pointe les évolutions de la nouvelle version de la loi. Fini la collecte et le traitement des données privées. Ce volet-là est complètement retiré de l'avant-projet de loi, ce qui est aussi une avancée démocratique importante, avec en même temps la nécessité d'avoir un cadre légal qui permet au gouvernement de pouvoir faire face dans l'urgence à une situation de pandémie comme celle qu'on a vécue. Le gouvernement fédéral est aujourd'hui au pied du mur. À lui de bétonner au mieux sa loi pandémie, au risque de devoir recommencer tout l'édifice. Ils et elles font partie de ceux qui ont un œil sur ce qui se passe en ville, que ce soit pour empêcher les incivilités ou vous demander par exemple de remettre votre masque. Ce sont les stewards. Où commencent leurs prérogatives et jusqu'où peuvent-ils aller? Rida Benmouda, Fabrice Gérard. Bonjour, vous êtes très serré. Si vous pouvez garder 1,5 mètre de distance, s'il vous plaît. Prévenir plutôt que punir. Voilà la philosophie des gardiens de la paix. Chaque jour, par 2 ou 3, ils sillonnent les rues de nos quartiers. Désolé de vous déranger, c'est concernant le port du masque, si vous pourriez porter. Vous n'avez pas de masque, monsieur? Avec en cette période de pandémie, une attention toute particulière quant au respect des gestes barrières. Vraiment, on est dans la prévention, le dialogue, l'échange, avant d'arriver à une sanction qui serait faite par un agent constatateur, la police ou alors un autre service. Mais nous, c'est vraiment tout ce qui est prévention, dialogue, échange.
Créer un sentiment de sécurité parmi la population. Les gardiens de la paix n'ont cependant aucun pouvoir de sanction. Leur arme à eux, c'est la parole et la dissuasion. Après, si vraiment ça dégénère, là on est obligé d'appeler la police. Mais ce n'est pas notre premier but. Moi personnellement, on l'a rarement fait. J'ai vraiment une bonne entente avec... ici on travaille en binôme, donc on a vraiment une bonne entente avec les jeunes du quartier. Donc franchement, on n'a pas appelé la police. C'est pas vraiment notre but, quoi. Concernant les débordements du week-end dernier au Bois de la Cambre, ce sont les policiers qui étaient en première ligne. Les gardiens de la paix, eux, privilégient la prévention et n'étaient donc plus présents sur les lieux. On n'est pas des policiers, on peut venir avec une charge et dire voilà, si tu ne fais pas ça, je peux t'embarquer. Donc on essaye à travers la communication de pouvoir éviter en fait toutes les problématiques comme celui du Bois de la Cambre. Reconnaissables à leur uniforme mauve, les gardiens de la paix sont environ 2000 en Belgique. Ils existent depuis 2007 et renforcent au quotidien la cohésion sociale à travers tout le pays. À suivre dans ce journal, un réseau de pédopornographie présenté comme l'un des plus grands au monde a été démantelé en Allemagne. Le point en direct avec David Philippot. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous sommes allés à la rencontre de journalistes qui ont choisi l'exil et qui se trouvent chez nous en Belgique pour exercer leur métier. Que faire des données qui subsistent sur le net après votre mort? Cette question est bien au centre du scan de ce lundi. On croise les doigts en espérant qu'il fera beau. Dans 5 jours, les terrasses des bars et des restaurants pourront enfin accueillir à nouveau leurs clients. Certains restaurateurs ont la volonté d'augmenter le nombre de tables tout en respectant la distanciation. Et vous allez le voir, des communes donnent un coup de pouce. Reportage Anne-Catherine Crouffer, Sophie Mergen. Sur cette terrasse, 12 personnes seulement peuvent être attablées. Niveau rentabilité, on repassera. Alors pour éclaircir l'horizon de ces restaurateurs, la commune d'Ytre vient de mettre ce terrain à leur disposition. Une aubaine. On était excités, on avait plein de projets en tête. Je pense qu'on n'a même pas dormi la nuit. On va faire un petit coin apéro, un petit coin boisson, tapas. Voilà, quelque chose qui change. Autre commune, autre initiative. À Binche, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réaménager la Grand Place. Le week-end, elle deviendra piétonne pour étendre les terrasses. Tout le monde pourra prendre un verre, manger un bout, sans avoir les gaz d'échappement, sans avoir les bruits de klaxons, sans avoir les démarrages de voitures. Tout à fait, on libère la Grand Place. Une aide clairement bienvenue. Si on n'avait pas eu cette extension, je pense que ça valait pas la peine d'ouvrir, quoi. À Spa, ce sont les chalets du marché de Noël qui vont connaître une deuxième vie pour aider les restaurateurs qui n'ont pas de terrasse. Nous mettons à leur disposition un chalet qui fait 3,50 m sur 2,50 m. Libre à eux, bien entendu, de faire une terrasse tout autour, 100-150 m² suivant la disponibilité. Le problème, c'est que faute de place, ces chalets ne pourront pas forcément être installés devant les établissements. Mais c'est très compliqué, tout déménager dans le chalet, comment je vais servir ma clientèle. Moi, j'ai une structure bien basée dans mon bar. Je n'imagine pas déménager mon matériel et commencer à faire ça. Certains, du coup, feront le choix de rester fermés. D'autres se réjouissent de pouvoir ouvrir dans des conditions un peu plus favorables grâce à ces solutions ingénieuses. Une pause dans ce journal avec un petit goût de voyage. Les touristes peuvent à nouveau visiter la merveilleuse ville d'art de Florence, l'Italie ayant assoupli les mesures anti-Covid. Un petit détour aussi par Pise. Quant aux Espagnols, pour ceux qui aiment ça, ils peuvent assister à nouveau au corrida. Vincent Fty, Aurélie Didier. Les Italiens savourent l'instant. Enfin, ils peuvent faire la file, presque comme avant, pour aller visiter à Florence la cathédrale de Santa Maria del Fiore, admirer l'hôtel de ville et les chefs-d'œuvre de la Renaissance dans la capitale de la Toscane. Dans les jardins de Boboli, on se réjouit tout simplement. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Et nous avons décidé de venir ici. Nous sommes sortis dès que c'était possible. Nous devions sortir. Je suis venue ici 3 fois. J'aime beaucoup cette ville. J'ai décidé de revenir pour une journée de détente et de profiter du fait que la ville est classée en zone jaune. Enfin, pour faire le tour.
Florence, comme d'autres villes et régions italiennes, sont classées jaunes, c'est-à-dire à risque modéré. Mais à Pise, comme partout ailleurs, les touristes sont pour la plupart italiens, car les voyages vers le pays sont encore très restreints. C'est une véritable émotion de voir tant de gens ici sur cette piazza après tant de temps. En Espagne aussi, ces Madrilènes sont pressés de retrouver leur vie d'avant, et notamment ces fameuses corridas. Nous étions impatientes, c'était une longue pause. Le monde de la tauromachie ne veut pas s'arrêter si longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent d'eux. Mais les anti-corridas critiquent cette reprise. D'autres types d'événements ne sont pas autorisés. Celui-ci, avec 6000 personnes ensemble, c'est un vrai manque de respect. L'arène est à moitié remplie par sécurité sanitaire. Mais les fans espèrent un jour retrouver l'ambiance des gradins remplis. Coup de filet très important. Présent en Allemagne, un vaste réseau de pédopornographie a été démantelé sur ce qu'on appelle le Darknet, c'est-à-dire le web parallèle. Ce réseau de pédopornographie est présenté comme l'un des plus grands au monde. David Philippot, les images qu'on y trouve font froid dans le dos. Exactement, des images d'abus sexuels graves commis sur de jeunes enfants selon le communiqué de la justice allemande et le démantèlement d'une plateforme comptant plus de 400 000 clients dans le monde grâce à une longue enquête des unités de police spécialisées dans 6 pays différents, des Pays-Bas jusqu'en Australie. En Allemagne, cette enquête se concentre pour l'instant sur 4 hommes âgés de 40 à 64 ans. Ils donnaient notamment des conseils aux utilisateurs pour surfer sans se faire prendre sur leur site existant depuis 2 ans. Je vous propose d'écouter les précisions de la procureure. 3 personnes ont été arrêtées en Allemagne et une personne a été arrêtée au Paraguay à la demande des autorités pénales allemandes. 3 d'entre elles sont soupçonnées d'avoir été administrateurs de la plateforme Boystone, d'avoir installé son infrastructure et d'en avoir pris en charge les membres. La 4e personne, l'un des utilisateurs les plus actifs de Boystone, est soupçonné d'avoir posté plus de 3500 publications, ayant ainsi massivement contribué à l'existence de la plateforme. Plus de 3500 photos et vidéos postées par cet habitant de Hambourg. Lui et la tête du réseau sont donc sous les verrous depuis la mi-avril. Et depuis, donc, les enquêteurs ont eu le temps de remonter la trace des autres utilisateurs et d'autres arrestations, François, sont donc à prévoir. Merci David. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, une liberté mise à mal dans bien des pays, assassinés, emprisonnés, harcelés. De nombreux journalistes ne peuvent pas remplir leur mission d'information dans leur pays. Ils choisissent donc la route de l'exil. Certains se retrouvent chez nous grâce au groupe d'aide Engage. Ils gardent ainsi leur identité professionnelle et peuvent exercer chez nous leur métier. Samy Cousin, Sibel Ceylan, Nathalie Massard. Juliette est burundaise, Berivan est kurde. 2 journalistes menacés dans leur pays, 2 exilés. J'ai reçu beaucoup de menaces après avoir partagé ou écrit une info ou un article. Des menaces du genre « tu vas payer de ta vie, on est derrière ton dos, tu n'en as plus pour longtemps ». Ces menaces à mon encontre ont été partagées sur les réseaux sociaux. C'est horrible parce qu'on vous empêche de vous exprimer. Et quand on ne peut pas s'exprimer, tout votre univers se resserre. La situation est devenue critique parce qu'il y a des journalistes qui ont été tués, qui ont été portés disparus. Et moi, en tant que journaliste, je devais aussi avoir peur et fuir. Donc c'est juste une façon de me protéger et de me mettre à l'abri, quoi. Fuir, tout quitter. Partout dans le monde, des journalistes y sont forcés parce qu'ils sont bâillonnés, traqués, assassinés. Pour vivre en sécurité, ils sont de plus en plus nombreux à choisir la Belgique. Depuis 2 ans, l'ASBL Engage leur apporte soutien et reconnaissance. Ils étaient dans leur pays des personnes parfois importantes dans le débat politique vis-à-vis de l'opinion, et ils se retrouvent ici dans les statistiques d'exilés, de réfugiés. Eh bien, le fait même de leur permettre, je dirais, de témoigner de leur parcours et de leurs convictions devant des publics scolaires, de grands publics ou à travers une exposition qu'on a organisée, c'est une manière pour nous de les soutenir, de les aider. Reconnaissance, mais aussi très concrètement, cours de langue ou aide au logement. L'aide de l'ASBL est précieuse, car un journaliste exilé reste un journaliste. Je suis bloquée parce que je n'ai pas étudié ici. Les conditions en fait, dans lesquelles je me trouve ne me permettent pas de continuer à exercer ce métier. Mais je crois que dans les jours à venir, je pourrai peut-être.
Non, non. Renoncer au journalisme, cette idée ne m'est jamais passée par la tête. Si je n'y avais pensé qu'une seule seconde, je ne serais pas venue ici en exil. Moi, je me suis exilée pour ne pas courber ma plume et ma nuque. Je vais continuer coûte que coûte à écrire et à informer. Retrouver la liberté de parole, le rêve de Bérivan et Juliette, 2 des 63 journalistes en exil soutenus par la SBL Engage. La formule peut étonner, pourtant elle correspond à la réalité. Dans quelques dizaines d'années, il y aura sur Facebook plus de morts que de vivants, ce qui veut dire clairement que lorsque vous décédez, vos données restent visibles. Peuvent-elles alors être utilisées par les réseaux sociaux? Eh bien, le scan de ce lundi s'est penché sur la question. Il est préparé cette semaine par Martin Van Roelen et Sébastien Giron. Dans cette valise, des photos, des emails, des souvenirs, bref, tout un tas de données échangées sur les réseaux sociaux. Mais sans mot de passe, impossible pour la famille d'accéder à ces données, surtout, vous allez le voir, en Belgique. Le scénario est aussi malheureux qu'inévitable. Une personne décède, mais son profil existe pourtant toujours sur Internet. Profil Facebook, profil Twitter, profil Instagram et toutes les données qui vont avec. Alors, que faire? Début de réponse du côté de la faculté de droit de Namur. Facebook propose des solutions, par exemple. Il y en a, mais c'est à chaque fois au cas par cas et les gens doivent s'en occuper tout seuls. Alors, on l'a vérifié et effectivement, à chaque plateforme, sa procédure. Certaines sont simples, d'autres complexes, mais sans elles, impossible d'accéder à ces données. Alors, il y a bien le règlement général qui protège vos données personnelles, ce fameux RGPD. Mais voilà, le RGPD ne s'applique plus aux personnes décédées. C'est en fait aux pays membres de légiférer tout ça, sauf qu'en Belgique, on n'a rien légiféré du tout. Tout le contraire de la France. Chez nos voisins, une loi impose l'extinction des données personnelles au moment du décès, mais permet aussi la transmission de certaines données. Autrement dit, en France, la valise peut facilement s'ouvrir. Ce cadre légal, le citoyen belge, lui, ne l'a pas. En tout cas, il dispose aujourd'hui de peu d'alternatives claires et précises par rapport aux données personnelles et ce qu'il en advient quand on est mort, tout simplement. Pour les Belges, reste le bon vieux testament. Sauf que personne ne pense vraiment aux réseaux sociaux au moment de sa rédaction. C'est ce que nous dit ce notaire. Le notariat qui, faute de loi, a créé sa propre plateforme dédiée à la transmission des données numériques. On a essayé de remplir un vide juridique aujourd'hui et de dire, voilà, on va essayer d'offrir aux citoyens qui veut classer d'une part de son vivant ces documents sensibles à un endroit tout à fait protégé. Donc c'est un coffre-fort qui se veut éthique parce qu'on ne va pas avoir accès à vos données. Et on a prévu donc ce système de transmission. Alors on a voulu savoir si les données de personnes décédées étaient utiles aux réseaux sociaux, si ces groupes finalement profitaient de ce vide juridique. Aucune réponse de leur part, mais sur ce point, nos intervenants ont, eux, des avis bien divergents. Il y a certainement une activité économique, ça c'est évident. J'ai plutôt le sentiment que la donnée d'une personne vivante a plus de valeur commerciale et économique, si c'est la question que vous posez. C'est bien la question qu'on se posait sur ces données post-mortem dont l'accès en Belgique reste encore problématique. Une idée, une info, vous le savez, une adresse, lescan@rtbf.be. Vous l'ignorez peut-être, il existe des petits hôpitaux pour animaux sauvages. Des renards blessés, par exemple, peuvent s'y faire soigner. Les animaux non domestiques qui sont de plus en plus nombreux à cause de l'urbanisation et de la disparition des espaces verts. Les moyens financiers manquent parfois, ainsi que l'espace. Reportage, Yves-Henri Viroux, Barbara Lichtenberg et Rudy Hermans. Oh, petit coco, de l'autre côté. Ce renardeau blessé vient d'être admis au centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. Oui, coco. Maintenant, on est occupé à l'ausculter et surtout à le nettoyer puisqu'il a pas mal de mouches qui ont malheureusement pondu sur ses plaies, sur lui. Et donc, ça peut être notamment assez dangereux pour sa survie. Des dizaines d'animaux en détresse arrivent ici chaque jour. Certains sont gravement atteints, d'autres ont juste besoin d'un peu d'aide. Ce sont de jeunes fouines qui ont été délogées lors de travaux en toiture.
très jeunes et qu'on a dû biberonner, élever. Ce centre situé à Anderlecht est unique en région bruxelloise. Et chaque année, il prend en charge davantage d'animaux. Le risque de saturation est réel, l'équipe est donc en manque de moyens et surtout de place. Le risque, c'est qu'effectivement, on ne puisse plus accueillir les animaux. Il devient nécessaire maintenant qu'on trouve une solution alternative et qu'on déménage dans un centre plus grand. Plus au sud, nous voici à Chimay, dans une petite clinique pour animaux sauvages, où vétérinaires et bénévoles s'activent aussi au chevet des patients à poil et à plumes. C'est une jeune chouette hulotte et comme beaucoup de rapaces nocturnes, ils ont tendance à sauter du nid alors qu'ils ne sont pas du tout prêts. Elle n'a rien, elle n'a pas de plaie, elle n'a rien, mais elle est tombée trop tôt du nid. En Wallonie comme à Bruxelles, les animaux à soigner sont toujours plus nombreux et les besoins toujours plus grands. Il faut du matériel, il faut de quoi oxygéner, il faut des couveuses, il faudrait des cages avec des parcours adjoints à ces cages pour tout ce qui est mammifère un peu plus remuant. Pour ce centre, la solution est proche. Après d'importants travaux, il déménagera ici, dans un nouvel hôpital pour animaux sauvages, plus spacieux et mieux adapté, car le travail ne manque pas. Nous avons des animaux qui viennent parfois d'Arlon ou d'au-delà de Charleroi. Et c'est la même chose, je pense, pour le centre de Bruxelles ou celui de Louvain-la-Neuve, où des animaux viennent de très loin, parce qu'en fait, il manque de centres. Et souvent, il faut savoir qu'en été, les centres ont tendance à fermer tellement ils sont débordés par la demande. Donc, il y a besoin d'agrandir l'ensemble des centres. Et ce besoin figure dans les projets du gouvernement wallon qui promet d'augmenter le soutien aux centres déjà existants et d'encourager la création de nouvelles structures de soins pour animaux sauvages. Le concours Reine-Elisabeth, cette année dédié au piano. On peut parler, Sarah Hendricks, d'une édition extraordinaire, puisque l'année passée, elle n'a pas eu lieu. Mais malgré tout, Sarah, les candidats vont jouer dans un contexte très particulier. Ah oui, François, parce qu'en temps normal, ça devrait grouiller de monde autour de moi en période de concours Reine-Elisabeth ici à Flagey. Mais voilà, ce soir, il n'y a pas de public autorisé. Les seules personnes qui se déplacent ici sont de l'organisation du concours ou des membres du jury ou encore des techniciens. Pour le public fidèle du concours, il y a tout de même une possibilité, et c'est une première cette année, c'est que la première épreuve du concours, elle est retransmise en direct sur Ovio. Les premières épreuves ont eu lieu, les premiers candidats sont passés à 16h cet après-midi. Les autres suivront à 20h ce soir et tous les autres jours de la semaine jusqu'à samedi. Nous avons assisté aux premières prestations. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec François Andrioletti et Vincent Bayonnet. Enlever son masque avant de s'asseoir au piano, c'est le nouveau rituel des candidats au concours Reine-Elisabeth version 2021. Dans la salle, pas de public sauf les membres du jury. Pas de quoi perturber le premier candidat français, ravi surtout de se produire sur un bel instrument au Studio 4 de Flagey. Juste le fait d'être dans cette salle-là, sur ce piano-là, ça m'aidait à retrouver un petit contact avec la scène. Et la salle n'était pas complètement vide, il y avait le jury, même si c'est un jury, mais ça reste des gens, des personnes qui écoutent la musique. Et du coup, j'arrivais à considérer un peu ça comme un public, même si c'est évidemment très différent d'habitude. À la fin de chaque prestation, tout de même, des applaudissements du jury, une grande première dans l'histoire du concours. Ces membres prestigieux doivent normalement rester impartiaux. Nous avons décidé, oui, effectivement, que le jury pourrait applaudir. On va essayer d'applaudir de manière absolument neutre aussi, sinon on va nous taxer de favoriser un petit peu les uns les autres. Donc, mais je crois que c'est quand même un minimum qu'il y ait au moins quelque chose qui se passe après la prestation, que ce ne soit pas le silence total. Cette session de piano a été reportée suite à la pandémie. Les 58 candidats ont donc eu une année supplémentaire pour préparer le concours. C'est une bonne et une mauvaise chose à la fois. Cette année, j'ai pu beaucoup mieux préparer mon programme que l'année passée. Mais d'un autre côté, j'étais mieux préparée émotionnellement l'année dernière. Parce que j'ai joué beaucoup de concerts en février et mars, toute cette période avant la pandémie. Mais voilà, j'imagine que c'était une chance d'apprendre autre chose. Exceptionnellement cette année, il n'y aura que 12 demi-finalistes au lieu de 24 et 6 finalistes au lieu de 12. Une session décidément très particulière. Voilà, merci Sarah, merci pour ce reportage et pour ce direct au concours Reine-Elisabeth. Voilà, fin de journal, dans quelques instants QR, présenté par Sacha Daout. Je vous retrouve demain à 19h30.